Depuis quelques années maintenant, si on vous parle de Godzilla, la plupart d'entre vous vont directement l'associer à un énorme blockbuster. Et en même temps, comment ne pas le faire? Godzilla, Godzilla vs Kong, Godzilla X Kong, en une décennie, le lézard géant a conquis Hollywood et les salles de cinéma du monde entier. Des centaines de millions de dollars de budget et des centaines de millions au box-office. Et le système fonctionne très bien. L'industrie crée des films d'action toujours plus spectaculaires, certes, on laisse parfois un peu de côté la qualité de l'histoire, mais le résultat, lui, reste efficace. Du moins, commercialement. Pourtant, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est un projet Godzilla, oui, mais dans un système comme celui-là, on appellerait ça une anomalie. L'exact opposé de tout ce que je viens de vous dire. Un petit budget, produit loin d'Hollywood, et surtout des personnages et une histoire mis en avant au détriment de l'action pure. Un simple film d'auteur qui, je vous spoil un peu, a fait trembler les studios d'Hollywood. Aujourd'hui, on va explorer l'histoire folle de Godzilla Minus One. Même si le film qui nous intéresse est sorti en 2023, il faut remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale, précisément au Japon, pour bien comprendre la force de ce projet. Quand la Seconde Guerre mondiale se termine, le Japon est à terre. Hiroshima et Nagasaki sont anéantis par les bombes atomiques. Tokyo a été ravagé par les bombardements américains, les infrastructures sont détruites, toute la population souffre. Contrairement aux récits de victoire souvent présents dans les films occidentaux, le Japon termine la guerre dans un état d'effondrement total. Pas de gloire, pas de fanfare, juste un pays en ruine qui doit tout reconstruire à partir de rien. Dans tout ce chaos, il y a un sujet particulièrement qui nous intéresse pour la suite de notre histoire, c'est celui du traumatisme des soldats kamikazes. En fait, pendant la guerre, des milliers de jeunes hommes ont été envoyés dans des missions suicides au nom de l'empereur. Mourir pour son pays était glorifié, c'était présenté comme la récompense suprême pour un soldat. Mais le problème, c'est qu'après la défaite, ceux qui ont survécu portaient une culpabilité immense, celle d'être encore en vie alors que leurs camarades, eux, ne sont plus là. Après la capitulation, l'armée impériale disparaît. Le pays est occupé par les Américains, beaucoup de Japonais ont l'impression d'avoir été abandonnés par leurs propres dirigeants, sacrifiés pour rien. Et c'est exactement dans ce contexte-là qu'en 1954, deux hommes vont créer une œuvre qui va marquer l'histoire du cinéma mondial. Le réalisateur Ishiro Honda et le créateur d'effets spéciaux Eiji Tsuburaya imaginent un monstre. Un dinosaure géant venu des profondeurs de l'océan, réveillé et transformé par les essais nucléaires. Ils l'appellent Gojira. Aux États-Unis, on l'appellera Godzilla. Ce qui est super intéressant, c'est qu'à sa création, c'était pas juste un monstre géant qui détruit des villes, c'était une métaphore directe. Sa peau boursouflée évoque les cicatrices des survivants des bombes, et sa destruction de Tokyo rejoue les bombardements. Son origine nucléaire renvoie à la peur atomique, mais aussi à un événement très précis, les essais nucléaires américains sur l'atoll de Bikini. Godzilla, c'est le traumatisme nucléaire du Japon transformé en monstre. D'ailleurs, petit détail qu'on oublie souvent, quand le film arrive aux États-Unis en 1956, il est profondément modifié. La version américaine ajoute un personnage joué par Raymond Burr pour guider le public occidental. Elle remonte le film, change le point de vue et atténue fortement la portée politique et nucléaire du film original. Le message n'est pas totalement effacé, mais il est clairement dilué. Le film devient plus accessible, plus américain, moins brutal dans ce qu'il raconte du traumatisme japonais. Et puis, les décennies passent et Godzilla va changer. Aux États-Unis, la version de 1956 aide à faire connaître le monstre au grand public. Toho, le studio japonais historique derrière Godzilla, comprend très vite que cette créature peut exister au-delà du Japon. Le studio va alors vendre les droits de plusieurs films à des distributeurs américains. Et en 1998, Hollywood produit même son propre Godzilla. Le film est très mal reçu par la critique et par une partie des fans. Alors commercialement, il rapporte énormément d'argent, mais par rapport à son budget et aux attentes du studio, il est considéré comme une vraie déception industrielle. Ce n'est pas encore le grand lancement de franchise espéré. Mais en 2014, Legendary Pictures relance Godzilla avec un nouveau film américain. Et cette fois-ci, le monstre devient officiellement une pièce centrale d'un univers de blockbuster, le Monsterverse. Alors pourquoi ce choix chez les studios? C'est assez logique, Godzilla, c'est une mine d'or. Un personnage instantanément reconnaissable dans le monde entier, une fanbase déjà existante, un potentiel énorme. Quand le Monsterverse est lancé en 2014, Hollywood ne part pas de zéro. L'idée d'un univers peuplé de monstres géants et toute une mythologie autour de ça existe déjà depuis longtemps dans les films Godzilla produits au Japon. Et ce n'est pas seulement l'univers connecté que Hollywood reprend, c'est aussi une certaine image de Godzilla. Car au Japon, dès les années 60, Godzilla avait déjà commencé à changer de nature. Il n'était plus uniquement le monstre tragique de 1954, symbole de destruction et de peur nucléaire, il devenait aussi une figure plus populaire, parfois même héroïque, capable d'affronter d'autres monstres et de protéger l'humanité à sa manière. La différence ici, c'est que cette évolution elle est adaptée à la sauce américaine, des budgets colossaux et une mise en scène beaucoup plus spectaculaire. Donc Hollywood ne réinvente pas Godzilla, il reprend son héritage et pose les bases d'une franchise mondiale.
À ce moment-là, après le premier film Godzilla, on est au tout début, mais on sait déjà ce qui va se passer. Godzilla est pensé pour revenir, évoluer et affronter d'autres monstres. Et c'est précisément à ce moment-là que le personnage commence à changer de fonction. Il n'est plus seulement là pour représenter la peur, il est là pour divertir et ouvrir la voie au prochain film. Et même si cette version spectaculaire a toujours fait partie de son histoire, quelque chose semble déjà s'éloigner du Godzilla originel, celui de 1954, celui qui porte en lui la peur du nucléaire, la destruction et les blessures du Japon d'après-guerre. Et assez logiquement, dans l'imaginaire du grand public, cette dimension-là, elle va passer en second plan. Sa dimension tragique et politique semble doucement disparaître, jusqu'à ce qu'en 2016, un certain Takashi Yamazaki aille voir un film. Un film qui va tout changer. On va revenir sur ce fameux film qu'il vient de voir, mais avant ça, je pense qu'il est important de vous présenter Monsieur Takashi Yamazaki. Parce que c'est tout simplement lui, le créateur et le réalisateur de Godzilla Minus One. Et son parcours, vous allez voir, explique beaucoup de choses. Je vais pas vous faire toute sa biographie, mais pour comprendre ce que Yamazaki va apporter à Godzilla, il faut retenir une chose. C'est un cinéaste marqué très tôt par le cinéma spectaculaire. À 13 ans, il découvre Star Wars et pour lui c'est un choc. Ce n'est pas juste un film qu'il aime, c'est le film qui lui donne envie de faire du cinéma. En plus de ça, il est né en 1964, donc il a grandi en étant un immense passionné des projets Godzilla japonais. Des années plus tard, alors qu'il a 22 ans, il rejoint un studio japonais spécialisé dans les effets visuels, Shirogumi. Et ça, c'est très important pour la suite, il ne quittera jamais vraiment cette maison. Toute sa carrière va se construire autour de cette relation avec les effets visuels, la mise en scène et les mêmes équipes. Il commence comme technicien VFX, puis il monte les échelons. Il passe à la réalisation en 2000, et ce qui fait sa singularité, c'est qu'il maîtrise 3 métiers, réalisateur, scénariste et superviseur d'effets visuels. C'est une chose plutôt rare dans le cinéma mondial. Alors au fil des années, il enchaîne les projets. Des drames, des films d'action, des adaptations, des films populaires, et surtout il fait 2 choses qui vont compter énormément pour la suite. Il réalise The Eternal Zero en 2013, un film sur les pilotes kamikazes japonais, gardez ça en tête, et il développe aussi une expertise technique en VFX qui devient progressivement l'une des plus solides du cinéma japonais. Donc Yamazaki, en 2016, c'est pas un débutant, c'est un réalisateur reconnu, un homme qui a déjà raconté la guerre, qui maîtrise des effets visuels et qui sait raconter des histoires humaines dans des univers spectaculaires. C'est l'homme parfait pour ce qui va arriver. Maintenant que vous connaissez un peu mieux l'homme, je vais vous parler enfin de ce fameux film qu'il regarde en 2016. Ce film s'appelle Shin Godzilla, ou si vous préférez, Godzilla Résurgence. Si le nom de ce film te dit rien, c'est normal, il est jamais sorti en France. C'est un film en prise de vue réelle Godzilla, mais fait par des studios japonais. Donc le film est un succès au Japon, mais nous, on n'en a pas trop entendu parler. Pour vous dire, 95% de son box-office vient exclusivement du Japon. Alors en général, le film il est plutôt bien reçu, mais ce qui va nous intéresser avec ce film, c'est son sujet, et c'est la façon dont il le traite. Shin Godzilla, c'est un film politique. Le monstre n'est plus seulement un icône pop ou un super-héros, il redevient ce qu'il était à l'origine, une catastrophe nationale, une crise, une blessure collective. Le film passe une grande partie de son temps dans des salles de réunion avec des politiciens, des bureaucrates et des experts qui essaient de gérer l'impensable, comme une vraie crise réelle. Et tout ça, ça permet de réintroduire une approche sérieuse et politique du personnage. Donc Yamazaki regarde ce film et ça lui plaît énormément. Il expliquera plus tard que Shin Godzilla était un vrai déclic pour lui. Avant ça, Toho l'avait approché plusieurs fois pour qu'il réalise un film Godzilla, mais il avait toujours refusé. Il ne se sentait pas encore prêt. Il pensait que sa technique n'était pas au niveau de la vision qu'il avait en tête, mais après Shin Godzilla, quelque chose change. Donc quand Toho revient vers lui cette fois, il accepte. Alors il faut préciser un point important pour comprendre la suite, après Shin Godzilla, Toho, le studio japonais, je vous le reprécise, qui a les droits de Godzilla au Japon, ne peut pas forcément produire un autre film Godzilla immédiatement n'importe quand. Pourquoi ? Parce qu'il existe un accord avec Legendary Pictures, le studio américain, derrière le Monsterverse. Un film japonais et américain ne peut pas se marcher dessus la même année. Donc Toho doit organiser son calendrier autour des sorties américaines. Et c'est en 2019 que le studio va faire une offre officielle à Yamazaki. Alors je vous l'ai déjà dit, il l'accepte et il a une idée bien précise de ce qu'il veut faire. Il veut que son film réponde à une seule question: que se passe-t-il lorsqu'un Japon déjà détruit doit affronter Godzilla ? Le titre Minus One vient de cette idée. Le Japon est à 0 après la guerre, l'arrivée de Godzilla le fait tomber encore plus bas, en dessous de rien. Personne encore n'avait vraiment raconté cette histoire de cette manière. Yamazaki décide de placer son film dans le Japon d'après-guerre, entre 1945 et 1947, dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire japonaise moderne. Et pour être sûr qu'on respecte bien sa vision, Yamazaki va faire un choix plutôt audacieux pour le film. Il est réalisateur, scénariste et superviseur des effets visuels. 3 métiers
une seule personne, donc une seule vision. Et ça, c'est un énorme avantage. Pas de notes de studio qui partent dans tous les sens, pas une machine hollywoodienne où la vision initiale se perd entre 1000 validations différentes, et en plus de ça, il a une autre conviction qui est très forte. À cette époque, des films Godzilla sont déjà sortis du côté américain, le Monsterverse cartonne, les combats de titans deviennent de plus en plus grands, de plus en plus spectaculaires, et c'est exactement ce qu'il veut pas refaire. Il veut pas livrer une copie japonaise d'un blockbuster américain, Yamazaki veut remettre l'humain au centre du récit, et le monstre, lui, en second plan. Après Yamazaki, il cache pas du tout ses influences. Il l'a dit en interview, c'est le cinéma américain qui l'a fait rêver. Star Wars, Spielberg, ce style où on raconte une histoire humaine au milieu d'un univers gigantesque, mais ce qu'il veut raconter avec Godzilla Minus One, c'est une histoire profondément japonaise. Il veut être précis, authentique et documenté, le film doit ressembler au Japon réel de l'après-guerre, pas à un décor. Le projet est incroyable, tout semble bon pour commencer la production du film, mais malheureusement, un problème inattendu va arriver. À ce moment-là, on est en début 2020, et quelques mois plus tard, le monde va s'arrêter. La pandémie du Covid arrive. Les tournages sont repoussés, les studios ferment, les calendriers explosent, et paradoxalement, ça va devenir un cadeau pour Yamazaki. Parce que ce ralentissement forcé, ça lui donne du temps. Du temps pour retravailler son scénario, approfondir ses personnages et renforcer les thèmes du film. Un luxe énorme dans une industrie où tout doit souvent aller très vite. Une fois la pandémie passée, le tournage peut commencer et tout se passe très bien. Mais il y a un point côté production qu'on n'a pas encore abordé et qui est très important dans un film Godzilla, surtout dans un film Godzilla, c'est le budget. Accrochez-vous, ici il est minuscule, il est environ de 15 millions de dollars. Pour vous donner une idée, je vous mets à l'écran d'autres films avec des budgets similaires. C'est une folie. Pour aller encore plus loin, on peut comparer avec ce que dépense Hollywood pour Godzilla. Godzilla vs Kong en 2021, il coûte environ 200 millions de dollars. Godzilla x Kong en 2024, c'est à peu près la même chose, et beaucoup d'autres blockbusters dépassent souvent les 200 millions pour leur production. Et ce qui fait la plupart du temps exploser les prix, c'est les effets spéciaux. Il y a énormément de personnes de différents studios qui travaillent sur un même film et ça coûte très très cher. Donc Yamazaki, il doit faire son film avec une fraction de ce que Hollywood dépense habituellement sur ce genre de production. Et c'est là justement la vraie magie du film. Parce que l'équipe d'effets visuels ne compte qu'environ 35 artistes. Et ils vont produire plus de 600 plans d'effets visuels. Tout ça réalisé par une petite équipe de chez Shirogumi, le studio que notre réalisateur n'a pas quitté depuis 40 ans. Et cette méthode de Yamazaki, elle est vraiment différente. Il ne dirige pas de loin, il est physiquement au milieu de l'équipe. Il passe d'un poste à l'autre, il échange directement avec les artistes. Chaque artiste suit ses plans de manière plus complète, au lieu d'être uniquement un petit maillon d'une chaîne industrielle immense. Il n'y a pas de production éclatée aux quatre coins du monde, pas de vision qui se perd dans 20 départements, juste une petite équipe passionnée, organisée autour d'une vision claire, et ce qu'ils vont réussir à faire est exceptionnel. Godzilla Minus One sort le 3 novembre 2023 au Japon, le jour d'anniversaire de la sortie du tout premier Godzilla en 1954. J'ai volontairement pas trop expliqué le film avant pour en parler maintenant qu'il est sorti, et avec tout le contexte que vous avez maintenant, il va avoir une toute autre saveur. Petit résumé, je vais éviter les gros spoilers. Alors l'histoire suit Koichi Shikishima, un ancien pilote kamikaze qui n'a pas accompli sa mission. Il a survécu, il rentre dans un Japon en ruine, ses parents sont morts, il rencontre une jeune femme avec un bébé qu'elle a sauvé, ils essaient de reconstruire une vie ensemble. Mais Koichi est rongé par la culpabilité du survivant. Il ne dort plus, il fait des cauchemars, il n'arrive pas à accepter qu'il soit encore en vie, et puis Godzilla arrive. Le film privilégie le suspense, la mise en scène, la préparation minutieuse plutôt que la surenchère d'effets numériques, et les apparitions de Godzilla sont rares, mais terrifiantes. Pas parce qu'on n'a jamais vu d'effets aussi impressionnants, mais on a peur pour les personnages parce qu'on y est attaché. Et c'est là que le film révèle sa vraie nature. À première vue, il parle de Godzilla, mais en réalité, il parle de la culpabilité et surtout de la valeur de la vie humaine. Pendant la guerre, mourir pour son pays était glorifié, présenté comme le plus grand honneur. Minus One défend l'idée inverse. Vivre malgré la souffrance est parfois l'acte le plus courageux. Continuer à respirer quand tout te dit d'abandonner, c'est ça le vrai courage. Le premier Godzilla de 1954 parlait de la survie après une catastrophe nationale. Godzilla Minus One va plus loin. Survivre ne suffit pas, il faut aussi apprendre à vivre avec les blessures du passé. Et cette idée, c'est vraiment le cœur émotionnel et symbolique de tout le film. Tout ça dans un film Godzilla. C'est ce qu'on peut se dire en voyant ça. En tout cas pour moi, c'est ce que j'ai ressenti à la sortie du cinéma. Et l'industrie du cinéma d'ailleurs aussi va ressentir la même chose. Parce qu'après sa sortie au Japon, le film va sortir aux États-Unis le 1er décembre 2023. Il est distribué par Toho International, la filiale américaine de Toho. Et c'est déjà un détail important. Ce n'est pas un grand studio hollywoodien qui prend le film sous son aile. C'est le studio japonais lui-même qui pousse son film sur le marché américain.
Et c'est là que le bouche à oreille va s'enflammer. Les critiques sont excellentes, le public ressort bouleversé, le film devient l'un des événements ciné les plus inattendus de l'année. Sur Rotten Tomatoes, le film affiche un score critique extrêmement élevé, autour des 98-99%, un niveau rarissime pour un film de monstre. Alors l'exploitation va se prolonger, les salles continuent de le programmer et le public continue d'y aller. Et le résultat dépasse toutes les attentes. Le film dépasse les 100 millions de dollars au box-office mondial, dont plus de 57 millions rien qu'en Amérique du Nord. Pour un film japonais en langue japonaise avec un budget aussi réduit, c'est gigantesque. Il devient l'un des plus grands succès internationaux de l'histoire de la franchise Godzilla et surtout un triomphe symbolique pour le cinéma japonais en salle américaine. Mais dans cette histoire, certains studios ne vont pas trop apprécier la réussite de ce film. Précisément, les studios d'Hollywood. Parce que comme je vous l'ai précisé plus tôt dans la vidéo, les effets spéciaux hollywoodiens sont parfois acclamés, mais aussi très souvent critiqués. Des centaines de millions de dollars dépensés pour des résultats parfois inégaux. Des héros sur fond vert, des décors numériques qui manquent de poids, des films où les effets visuels sont parfois moins convaincants que dans des productions beaucoup moins chères. Et surtout derrière ces images, il y a une réalité que les artistes VFX dénoncent depuis des années, des délais impossibles, des changements de dernière minute, des équipes sous pression et des plans refaits encore et encore. Et là, un film à petit budget, fabriqué par une petite équipe, prouve à toute l'industrie que tout est possible si on respecte les artistes VFX, et ça forcément, ça fait réfléchir. Takashi Yamazaki a réussi son pari, le film est un triomphe mondial, mais il lui manque un trophée, une distinction pour être reconnu par ses pairs, et ça va arriver en 2024. Le 10 mars 2024, la cerise sur le gâteau arrive. Godzilla. Aux Oscars, Godzilla Minus One remporte le prix des meilleurs effets visuels. Devant s'il vous plaît, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, Napoléon, Mission Impossible et The Creator qui pour le coup lui aussi était un film avec peu de budget pour le sujet qu'il traitait. En tout cas le film japonais est devant 4 productions américaines énormes avec des budgets 10 à 20 fois supérieurs aux siens, c'est historique, c'est la première fois en 70 ans d'histoire que la franchise Godzilla remporte un Oscar. Et un autre détail qui est en ce moment encore plus rare, Yamazaki devient le premier réalisateur à remporter l'Oscar des effets visuels depuis Stanley Kubrick en 1969 pour 2001, l'Odyssée de l'espace. Une petite équipe japonaise qui vient littéralement avec leur monstre à la main vient de gagner à Hollywood. L'histoire est fantastique. Takashi Yamazaki a fait trembler toute l'industrie du cinéma. Mais après un succès pareil, une question se pose forcément, qu'est-ce qu'on lui donne maintenant ? Le studio japonais Toho ne perd pas de temps. Après le succès mondial de Godzilla Minus One, une suite est annoncée. Et aujourd'hui elle a un titre officiel, Godzilla Minus Zero. Bien évidemment, ça sera la même personne à la réalisation, au scénario et à la supervision des effets visuels. Autrement dit, le studio lui redonne les clés. La même méthode, la même vision, la même confiance, Yamazaki est de retour. Alors la sortie japonaise est prévue pour le 3 novembre 2026, encore une fois le jour de l'anniversaire historique de Godzilla. En Amérique du Nord, J-Kids doit distribuer le film à partir du 6 novembre 2026. L'histoire, elle, devrait être la suite de Godzilla Minus One. Alors maintenant, c'est sûr, l'attente, c'est plus du tout la même. Avant Yamazaki, il devait prouver qu'un petit film Godzilla japonais pouvait rivaliser avec Hollywood. Mais maintenant, tout le monde a vu que c'était possible. Et forcément, tout le monde va l'attendre au tournant. J'ai voulu vous raconter cette histoire parce que je trouvais que le message derrière tout ça, il était tellement positif pour le cinéma. Parfois derrière de gros noms de franchise, il peut encore y avoir de l'originalité. Et surtout que le cinéma c'est pas seulement une question d'argent, ce qui fait un grand film c'est pas forcément d'avoir un budget à 300 millions. C'est pas forcément un marketing mondial des produits dérivés et des bandes annonces de partout, c'est une vision, c'est du temps et c'est de la passion. C'est des gens qui aiment ce qu'ils font et qui travaillent ensemble pour raconter une vraie histoire. Donc si t'as pas vu Godzilla Minus One, regarde-le, et si tu l'as déjà vu, regarde-le encore. Parce que le film nous transmet un message très important, peu importe les artifices qu'on met autour, il n'y a rien de plus beau au cinéma que de raconter une histoire profondément humaine. Merci beaucoup de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me donnera énormément de force. Je tenais aussi à vous remercier pour toute la force que vous me donnez sur les autres vidéos. On se dit à très bientôt.